Bonjour Patrick Siro. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de Voix Vive 7, édition 27 2024. Est-ce que tu peux te parler un petit peu de toi-même? Qui est Patrick Siro? Patrick Siro, c'est un artiste déjà, peut-être je commencerai par là. J'ai fait mes études à l'école supérieure d'art de Clermont-Ferrand. Et maintenant j'enseigne dans une école supérieure d'art et du design à Toulon, dans le Var. Si je commence par dire artiste et enseignant, c'est que c'est vraiment ce dialogue qu'il y a entre ma pratique artistique et la transmission. Dans la transmission, à l'école d'art, je travaille sur deux éléments, à la fois le dessin, puisque c'est ma grande pratique en tant que plasticien. Comme j'ai fait effectivement les beaux-arts, j'ai un travail de dessin où je raconte des histoires, des récits, des personnages. Et à côté, j'ai mon travail de texte, d'écriture et surtout d'oralité. Et en fait, avec les étudiants, on travaille à la fois sur la partie du dessin, voilà, un peu plus, on va dire, classiquement, traditionnellement dans les écoles d'art. Et puis de l'autre côté, j'ai ce travail sur l'écriture et surtout le rapport de l'écriture à l'oralité. Comment l'écrit va passer par le corps et va passer par la bouche. Et c'est quand et comment tu as commencé à écrire la poésie plus dessinée? C'est comme on dit, c'est depuis tout petit peut-être, mais avec une conscience. Oui. Alors effectivement, pour ce qui est du dessin, bon, chaque fois on dit « Ah tiens, il a le don du dessin ou pas le don ». Moi je ne crois pas trop à cette histoire du don. Je crois qu'à un moment, on est enfant et on a un vrai désir de s'exprimer, comme tous les enfants. Mais certains vont s'exprimer par le corps et tout d'un coup vont peut-être trouver dans le sport, par exemple, leur propre expression, d'autres dans d'autres endroits, d'autres dans les études. Moi j'avais sans doute une difficulté à un moment de m'exprimer par l'oralité, par le verbe. Donc je prenais le crayon, les couleurs, et je commençais à m'inventer des histoires. Peut-être que le monde aussi dans lequel je vivais ne me convenait pas suffisamment, il fallait que je rêve un petit peu. Et donc très vite, enfant, j'ai toujours dessiné. Pratiquement de l'âge de 6 ans, je me souviens que même ma maman m'a acheté des boîtes de peinture à Noël quand j'avais 12-13 ans. Et donc ça a été presque une voie entre guillemets logique de rentrer dans une école d'art pour faire de la peinture, pour faire du dessin, pour faire du volume, de la sculpture. L'écriture a toujours été là, mais elle arrivait beaucoup plus tard. Je dirais même quand j'avais une trentaine d'années, bon, j'écrivais des notes sur mon travail artistique. Voilà, j'écrivais des notes, peut-être des choses qui manquaient dans mon dessin et que j'arrivais pas à exprimer dans mon dessin. Il fallait que je l'exprime différemment. Donc j'ai commencé à mettre un peu des mots. C'était des prises de notes qui, même quand je les regarde aujourd'hui, sont presque à déchiffrer. Elles sont presque peu compréhensible au bout du compte si j'ai pas le contexte dans lequel j'ai fait les dessins. Et puis beaucoup plus tard, je dirais une quarantaine d'années, là il y a les textes ont commencé un peu à se construire, à me dire tiens, il y a peut-être une matière là qui est intéressante à mettre en forme. J'ai mis en forme un peu des choses et à la lecture, il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Et tout d'un coup, je me suis mis à les lire à haute voix. Et là, à haute voix, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange. C'est qu'un mot que je pouvais dire, je me mettais à le répéter, comme une sorte je sais pas, de transe, de spalmodie, un peu, quelque chose qui devait créer du rythme. Alors je disais, je sais pas, je vais dire, voilà, je pouvais dire, comme là, en ce moment, on est dans une grotte, je vais dire, tiens, ici, dans la grotte, ici, là, ici, là, ici, dans la grotte. Voilà. Et là, je me suis aperçu que tout d'un coup, le récit tiens, ici, dans la grotte, qui n'a pas un intérêt poétique, forcément intéressant, tout d'un coup le fait de dire tiens, ici, créer de la sonorité de la voix, de la langue, et créer un espace imaginaire dans lequel je me suis mis à réfléchir et à rentrer. Et c'est là où l'écriture et l'oralité ont commencé à prendre une vraie forme et être presque en dialogue avec cette poursuite que j'avais depuis l'enfance du dessin lui-même. Et comment tu crées, construis, composes ta poésie? C'est le processus de création.
dans la poésie, comme tu disais tout à l'heure, plus, comme on dit, dans le dessin, dans la peinture, dans le plastique. Alors, c'est amusant, je parlais de ça ce matin, sachant que j'allais vous rencontrer. Je disais que pour moi, le dessin, il y a quelque chose qui est presque, je dirais presque naturel. C'est presque, pratiquement, je ne peux pas passer une journée sans dessiner. Il y a quelque chose qui se met en marche, qui est presque comme des gens iraient se promener, se balader ou courir, faire leur footing. Moi, je dessine tout le temps. Alors, je dessine qui peuvent être des choses qui, souvent, sont l'articulation du réel et du rêve, je le dirais comme ça, du rêve ou du cauchemar d'ailleurs, ou de l'information, c'est-à-dire, moi je travaille par exemple pour Ciné Mensuel. Ciné Mensuel, c'est un peu l'équivalent de Charlie Mensuel, c'est une autre équipe qui, voilà, et je travaille pour les journaux, des dessins plutôt politiques, hein, et donc, j'écoute les informations, je suis assez nourri d'informations, j'aime m'intéresser à ce qui se passe dans l'actualité. Et puis, il y a ma manière dont je vois les choses. Et tout d'un coup, ces deux choses s'articulent là sur le processus de création. C'est-à-dire, c'est toujours l'actualité, le réel, voilà, le réel qui vient pénétrer un peu l'imaginaire. Et c'est cette articulation qui me fait dessiner. Ça, c'est pour le dessin. Ensuite, pour l'écriture, c'est souvent, et là l'écriture c'est beaucoup plus difficile pour moi, il y a quelque chose où je sens que ça vient de très loin et que c'était je crois Céline qui disait que quand on écrit on laisse des lambeaux de sa peau, quoi, des lambeaux de peau, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez moi c'est plus une douleur, hein, le rapport à l'écriture, parce qu'il vient convoquer le corps, elle vient convoquer les poumons, ça vient convoquer le sang, ça vient convoquer avec tout ce qui est ça de terrible aussi dans cette histoire. Et souvent, alors là, sur le processus de création, c'est souvent un son, le son de la langue. Je vais prendre cet exemple pour essayer d'illustrer. J'ai un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que tu as dans ta tête ?» Et en fait, un matin, je me suis levé, peut-être avec le même genre de questions sur le processus, je me suis dit « Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui t'inquiète ?» Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui t'inquiète? Et de cette petite phrase, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de sonner dans la bouche, dans la voix. Et là, j'ai commencé à construire un texte. Et ce texte, petit à petit, m'a amené à pratiquement un récit qui parlait d'une amie très chère dont la maman avait Alzheimer et qui avait perdu la tête. Et ce dont ça parlait, ce n'était pas forcément de la personne qui a perdu sa tête, c'était de la douleur de la personne qui devait s'occuper d'une personne qui ne la reconnaissait même pas le matin. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as dans ta tête? C'était la personne qui s'adressait à la personne qui... Et parce que ça continue, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu as des miettes dans ta tête, tu as des petites bêtes qui mangent ta cervelle, enfin voilà. Et voilà, c'est un peu le processus de création de l'écriture. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, voilà, c'est un peu les... Donc c'est deux moments différents, hein. Le dessin, il y a presque quelque chose qui se déroule naturellement. Après, bien sûr, dans le dessin, il y a des dessins qui sont plutôt réussis, d'autres qui sont ratés, d'autres que je mets à la poubelle. Mais je dessine. Et après, je fais un tri, je fais un choix. Quand je dis... et à un moment, j'ai un trop-plein en moi, par contre, pour l'écriture. Il y a quelque chose où je sens que c'est un trop-plein, une colère, souvent. Une colère, une nécessité de dire absolue qui est rentrée au fil du temps. Et là, je me mets à la table et là, je me dis, il faut que ça sorte. Mais il faut que ça sorte presque comme un abcès, quoi. Quelque chose qu'il faut compresser, qu'il faut appuyer dessus pour que ça se libère et ça sorte. Et premier recueil publié, c'était quand? Le premier recueil publié, je crois que c'était aux éditions Gros Texte, chez Yves Artufel, là, et c'était, me semble, le premier recueil en 2014. Puisque j'étais invité à Voix Vive par Antoine Simon. Et c'était un peu particulier parce que Antoine Simon m'avait vu faire une performance au musée d'art de Toulon. J'avais fait une expo au musée d'art de Toulon, j'avais dessiné sur le mur et j'avais fait une performance. Antoine a eu la gentillesse de me dire que c'était super et donc m'invite pour 7. Le seul problème à 7, c'est Maïté qui lui dit « mais est-ce qu'il est publié, édité ?» Et moi, j'avais pas de recueil. Elle a quand même accepté cette petite entorse à la règle, donc je suis venu et j'ai dit mes textes. Et là, c'est Yves Artufel qui, écoutant mes textes, a dit qu'il faut qu'on fasse un travail ensemble. Et le premier recueil a été en 2014. Et le premier dessin publié, c'était quand?
Le premier dessin publié, alors là il y a plusieurs endroits, parce qu'il y a Ciné Mensuel sur l'idée de la publication d'un mensuel, effectivement. Là je pense que ça devait être en 2008, ouais, même un peu avant, 2005 à peu près. Après, moi, mes premières expos, je les ai fait quand j'avais une trentaine d'années. Donc, j'ai eu des articles dans Art Press, par exemple. Donc, quand même un journal à la fois, un mensuel national et international, où il y avait un regard sur mon travail artistique. Voilà, et ça c'était dans les années 90-92, hein, puisque moi j'ai passé mon diplôme en 82, à peu près une dizaine d'années après. Là j'ai commencé à avoir des expos qui étaient dans des lieux, des centres d'art, des lieux un peu conséquents. Ça pouvait être le Creux de l'Enfer. Après j'ai fait des performances aussi une fois au Grand Palais pendant la Force de l'Art numéro 2, je crois, où j'avais été invité par Jean-Paul Thibault. Donc voilà, ma pratique artistique, elle, a assez vite pris, je parle sur le dessin, l'installation, le dessin-peinture, a assez bien fonctionné dans différents lieux, même certains lieux prestigieux, intéressants. Donc là, les expos, ça a toujours poursuivi. Vraiment, les premières fois par rapport à l'écriture et à la poésie, je dirais que c'est à peu près en 2012 où j'ai fait une expo où j'ai demandé à faire des performances. Et là, je me suis rendu compte que le public était très très intéressé par ça. Et donc voilà, c'est là où après 2014, ça a été mon premier A7 et c'est vrai que ça m'a ouvert aussi pas mal de portes. Et les gens, les poètes, les auteurs qui t'ont inspiré, marqué, ou bien qui ont laissé une trace dans ta création, soit dans le classique, soit dans la poésie. Ouais. Là c'est vrai que j'ai un peu mon panthéon à moi d'artistes. Alors pour donner une image, parce que ça peut intéresser les gens de regarder cet artiste-là. C'est un artiste qui est décédé et qui, lui, m'intéresse particulièrement. Il s'appelle Roland Topor. C'est quelqu'un qui a travaillé autant dans l'illustration, et moi je travaille aussi dans l'illustration. C'est quelqu'un qui a travaillé sur l'écriture, qui a écrit alors lui il était plutôt dans des nouvelles un peu fantastiques. C'est quelqu'un qui a fait partie, qui a flirté avec ce qu'on appelle l'art contemporain, les galeries. C'est quelqu'un qui a même fait des émissions pour les enfants, par exemple, ça s'appelait Téléchat. Donc ce côté polymorphe et d'un dessinateur, lui il a vraiment été toujours un peu, entre guillemets, une sorte d'exemple pour moi, non seulement dans la pratique et dans le contenu de son travail sur l'imaginaire, mais surtout le fait qu'il se dise, il n'y a pas de case. Moi, lui, il aime se balader de case en case, et moi, que ce soit dans mes textes, que ce soit dans mon dessin, je me balade aussi comme ça. J'aime pas être mis dans un endroit et enfermé dans un endroit. Donc lui, vraiment, pour le dessin, c'est plutôt lui. Et puis après, chez les auteurs, celui qui m'a tout d'un coup vraiment ouvert, il s'appelle Gerasim Luca, qui était un poète roumain qui a d'ailleurs refusé toute identité, qui est presque une leçon aujourd'hui quand on voit la relation identitaire que veulent certains pays d'extrême droite. Lui, il dit « je fais partie du monde » et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le bégaiement. Il a écrit un texte que je recommande, qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Passionnément, où il commence son texte en disant papa, passio, le patio, je passe par le patio, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a joué sur la sonorité de la langue. Voilà, lui il faisait partie plutôt du mouvement surréaliste, un peu dans voilà, donc c'est quelqu'un qui voilà, entre les années 30, 40, il est mort, il s'est suicidé en 1994. Voilà, lui ça a été quelqu'un d'important. Et puis après, dans les plus jeunes générations, il y a des gens comme Christophe Tarkos, qui lui est décédé assez jeune aussi, lui malheureusement d'une tumeur, je crois, d'une maladie. Et puis il y a des gens qui ont été invités ici, comme Charles Penquin par exemple, ou aussi, là je viens de faire un festival au mois de mai avec elle, avec Laurence Vielle par exemple, cette poète belge incroyable. Voilà, ça c'est des gens qui m'inspirent beaucoup parce que c'est un gros travail sur la langue et le langage. Voilà. Et la traduction poétique, oui. qu'est-ce que tu en penses?
Alors la traduction poétique, alors moi j'ai fait juste une petite expérience, alors là c'était assez particulier, c'était avec la langue des signes. Donc où on m'a demandé de dire le texte de la personne qui signait comme ça le travail. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir si je devais lire avant elle ou après elle. Donc ça c'est une vraie question, parce que est-ce qu'on laisse le public, là le public était mixte, il y avait des malentendants et il y avait des entendants, de savoir si on laissait l'imaginaire se mettre en place pour les entendants ne sachant pas la langue des signes ou cette langue poétique, ou si au contraire on lui donnait les clés immédiatement, ce qui lui permettait de repérer. Donc si je parle de ça, c'est que je pense qu'il y a quelque chose du même ordre dans la langue étrangère, c'est-à-dire que est-ce qu'on écoute d'abord la voix du poète et après il y a la traduction, ou est-ce qu'il y a la traduction d'abord du texte et la voix du poète après? Moi je suis plutôt effectivement pour toujours faire la traduction après entendre cette langue, même si on ne comprend pas ce qu'elle dit parce qu'on ne maîtrise pas la langue et qu'on ne la connaît pas. Je trouve que la dire après est intéressante. Mais ce que j'aime le plus, moi, c'est quand à un moment, et si les textes les permettent, c'est quand il y a un moment un peu simultanéité. J'entends la langue, j'entends la traduction. J'entends à nouveau la langue, j'entends la traduction. Quelque chose de cet ordre-là. Parce que aussi, c'est difficile la traduction, même étymologiquement. Traduire, c'est trahir aussi. Il y a quelque chose de la même étymologie. Et je trouve que je suis toujours émerveillé par le travail des traducteurs, parce que, et forcément, il y en a des bonnes traductions, mais il y en a aussi quelquefois des mauvaises. Mais quand les traductions sont bonnes, c'est qu'il n'y ait pas seulement, bien évidemment, du mot à mot, c'est de comprendre tout le contenu, toute la force qui est dans le texte pour pouvoir après la donner dans une autre langue. Et ça, je suis admiratif de ça. Moi, malheureusement, je suis une bille, comme on dit, je suis vraiment nul en langue étrangère, c'est un gros problème. Bon, je pense que c'est parce que j'ai déjà beaucoup de choses dans ma tête que j'arrive pas à y mettre la langue étrangère, et ça, c'est un de mes grands regrets d'ailleurs. Et d'ailleurs, que ce soit les langues anglo-saxonnes ou les langues arabes, il y a une sonorité qui me passionne, qui m'intéresse, mais j'arrive pas à la mettre dans ma bouche. Et là, je crois que je suis un peu trop vieux pour que ça... On n'est jamais trop vieux, on me dira, mais voilà. Est-ce que tu te considères comme un poète sonore dans la poésie sonore, ou bien c'est une de... Oui, je dirais si quand même que je suis un peu dans cette filiation-là de la poésie sonore. Sans se limiter. Oui, voilà. Par contre, peut-être, il existe dans la poésie sonore, je pense à des François Dufresne, par exemple, ou à des Chopin, par exemple, où on peut être des fois, ou même, je pense à bien avant, à quelqu'un comme Schwitters, dans l'Oursonate, où on peut être dans le son sans être dans le récit ou dans la narration, hein, où ça va être avec des sons comme ça qui sont faits avec la bouche, et je pense à l'Oursonate, ou même Artaud quand ça crie, voilà. Moi j'ai toujours besoin, moi, de un peu ce que je disais même par rapport au dessin, du support du réel qui vient pénétrer c'est cette articulation qui m'intéresse. Par exemple, il y a un texte que je dis qui s'appelle Les Pliches de Canard, qui est un truc un peu étrange. C'est l'accent de mon père qui est du centre de la France et qui parle comme ça, par exemple. Et tout ce texte, il dit les pliches, les grosses pliches de patates, les donne au canard, les grosses pliches de patates. Donc on n'est pas loin que de la poésie sonore. Mais les grosses pliches de patates, c'est tout le monde comprend que c'est peut-être les grosses épluchures de pommes de terre que je donne au canard. Mais moi je dis les grosses pliches de patates, les donne au canard. Voilà. Donc on est dans le son, mais à la fois on est dans le récit. Et c'est cette limite-là, ce fil-là qui m'intéresse le plus, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Il y a des gens tout à fait passionnants. Ce qui est toujours intéressant dans la poésie, c'est qu'elle est presque insaisissable. Enfin, on le voit d'ailleurs sur Sète, on le voit enfin, Sète est quand même le festival de la poésie sur le plan national, voire international, un grand festival, et je souhaite vraiment qu'il dure, parce que je sais qu'il y a des fois des difficultés plutôt financières, et vraiment je souhaite, là je voyais qu'il y avait des caisses pour donner un peu, il faut vraiment que ce festival continue à perdurer. Et oui, et pour revenir à ta question, c'est qu'effectivement là,
on s'aperçoit que dans cette nouvelle poésie, il y a une différente forme. Je pense que ce soit les poètes belges, je trouve, qui ont une vraie force. Je pense à Aurélien Domy, que j'ai rencontré, je parlais de Laurence Vielle. J'ai un ami qui s'appelle Dominique Massot, qui était venu, je crois, l'an passé, avec qui nous, on en échange d'écriture, où là, je retrouve aussi une sorte de fraternité hein, dans ma propre pratique avec la leur. Donc voilà, mais à la fois, il y a d'autres, alors là, j'ai plus forcément les noms en mémoire, d'autres textes qui sont plus intimes, qui sont plus dans l'intimité, ou plus dans l'orfèvrerie de l'écriture. Je pense à Grégory Rateau, par exemple, hein, qui lui est vraiment dans la question de la littérature. Donc il n'est pas dans l'oralité, il va lire ses textes à 7 pour qu'on dialogue avec lui, mais ces textes, ils sont à lire et ils sont super. Donc là, je trouve qu'il y a une jeune génération qui est assez passionnante et intéressante. Je pense à Vincent Tholomé, enfin voilà, bon. Et à la fois, j'ai un peu le sentiment que sur le plan des auteurs, il y a une vraie génération qui est là, et à la fois, je me dis qu'on n'arrive pas à drainer un jeune public. Ça, c'est ce qui me gêne le plus. Je trouve que le public reste quand même dans une frange d'âge qui va être de 50, 60, voilà, de gens comme ça, globalement, plutôt à la retraite. Bien sûr qu'il y a des générations de quarantaine, de quadragénaires, mais moi, j'aimerais voir un peu dans le public des 20, 30 ans, 18. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Est-ce que nous, on n'a pas un travail à faire aussi, nous, auteurs? Il ne faut pas être non plus dans la complaisance du public, il faut être dans sa propre... Voilà. Mais voilà, là, il y a une vraie question qui se pose pour moi, vraiment. Ils sont plutôt dans l'islam, je crois. C'est ça. Exactement, slam, rap. Et je pense qu'il y a des choses passionnantes hein, dans le slam et le rap. Il y a, comme dans la poésie, il y a à boire et à manger. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est normal, ça c'est la pratique artistique. Et là, il y a peut-être à trouver les moyens de déplacer un peu. Et surtout pas, bien sûr, d'aller prendre les armes du rap pour se dire je fais de la poésie, voilà, ou même les armes du slam. Mais il y a peut-être quelque chose à trouver dans le langage, dans les mots. Il y avait Léo Ferré qui dit, je ne sais plus, il disait la poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe, elle doit sortir les mots du codex. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, pas pour toi, quiconque dans la rue? Oui. Oui, ça j'en suis convaincu. C'est-à-dire que je pense, après, il peut y avoir un fourre-tout dans tout ça, mais ce que j'appellerais un peu la culture, alors la culture c'est pas l'art, hein, voilà, l'art est absolument nécessaire. Parce que je pense que l'art éveille quelque chose chez l'autre qui le perçoit, et éveille une sorte de conscience du monde un petit peu. On va dire un regard différent du monde. Et tout d'un coup, le fait de regarder le monde différent, c'est venir convoquer des choses qui appartiennent à la tolérance, par exemple, à l'acceptation de la différence, à l'acceptation de l'autre, à tout d'un coup un rapport, un partage avec l'autre. Et quelquefois, l'art, il peut être provocateur, il peut venir... moi, il y a des œuvres hein, qui peuvent venir m'interroger, me choquer, me dire... voilà, mais vient éveiller chez moi une réflexion, une analyse, un temps avec moi-même, et un temps avec l'autre qui a fait quelque chose. Et je crois, il y a Deleuze, un philosophe, et c'est assez passionnant, qui disait, dans un dernier ouvrage avec Claire Pernet, il y avait un dialogue. Claire Pernet lui posait la question de la virtualité, qui était liée forcément à tout ce qui est Internet, informatique, l'idée du virtuel. Lui disait le virtuel, non, l'homme a assez facilement conscience de savoir ce qui se passe dans un écran est différent de ce qui se passe dans la réalité. Le gros problème de nos sociétés, c'est la vitesse. C'est qu'à un moment, une information chasse d'autres, une image en chasse une autre. La surenchère, l'accumulation d'informations ne permet plus de prendre le temps, à un moment, de s'arrêter avec soi-même et de se poser des questions, de se poser et de poser des ou la question. Et je pense que l'art est notre travail, nous après, de côté artiste, c'est effectivement de poser des choses, de lancer des choses, et que ces choses-là, elles ne peuvent pas être prises comme ça dans un rapport de consommation. Tout d'un coup, elles sont prises un peu, voilà. Et demain, après-demain, après-demain, il y a quelque chose dans la tête
qui met celui qui l'a entendu dans une relation pratiquement avec lui-même, avec quelque chose qui est d'un autre temps, une sorte de temporalité un peu différente. Une des fonctions de l'art, pour moi aujourd'hui, joue aussi sur ce temps-là. Même dans un festival comme ça, voilà, où là on pourrait se dire, est-ce qu'on est, question, c'est toujours intéressant aussi de regarder la version critique, de se dire est-ce qu'on est dans de la consommation de la poésie. Effectivement, ça soit Place du Livre, en une journée on écoute 30-40 poètes, 30-40 écritures, mais il y en a une, deux, trois, qui tout d'un coup viennent nous taper dans la tête. Et puis le soir on rentre à la maison, on s'allonge, on a déjeuné le soir, et il y a ces mots-là qui nous reviennent, et cette image, et cette chose, et qui nous posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors est-ce que c'est une histoire intime, une histoire très personnelle? Est-ce que c'est tout d'un coup la bande de Gaza? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est les Indiens amérindiens? Est-ce que c'est des questions politiques? Est-ce que c'est des questions très très personnelles? Mais il y a quelque chose qui vient nous reconvoquer dans notre chair, dans notre sang. Voilà, moi je sais que j'ai un texte que j'appelle l'habit de l'homme de Poicre, qui est, voilà, où je dis oui, c'est de la merde, c'est du sang, mais il faut l'accepter, c'est comme ça qu'on sait qu'on est vivant, quoi, aussi, quoi. Donc voilà, il y a... Qu'est-ce que tu penses du festival de Voix Vive? Tes impressions? Oui, alors bon, alors là, comme c'est un peu, ça rejoint la question précédente, enfin quelque part, parce qu'il y a soit je suis public, soit je suis auteur et invité, quoi, ce qui fait que la relation n'est pas tout à fait la même. Moi, ce que j'aime, c'est effectivement l'idée que tout d'un coup, où je suis chaque année surpris. Moi, on me dit, je vais prendre par ce biais-là. Je suis venu en 2014, le festival était presque à son apothéose. 2019, ça avait une petite... Là, je parle d'un point de vue, effectivement, budget, subvention et tout ça, une petite courbe. Et là, on me dit, tiens, cette année, ça va être un peu plus juste, voilà, pour des raisons financières. J'arrive, je me dis... ça va pas être simple. Et je m'assois, la première lecture, et je vois 50 personnes qui sont là. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Ça, là, il y a quelque chose qui est très, très fort pour moi dans ce festival, c'est cette capacité à drainer un réel public pour la poésie. C'est un des seuls endroits où on a autant de monde qui vient écouter, et ça pendant une semaine, et ça roule et ça déroule. Donc, en tant que public, il y a une sorte de ferveur, et qui est d'autant plus... là, je parle du public que je suis, de m'asseoir et de sentir qu'il y a 20, 15, 20, 30 personnes qui sont là, qui sont curieuses, qui sont attentives, qui sont bienveillantes avec le texte qui est dit, c'est une chose qui nous aide aussi. C'est les autres qui nous aident à rentrer dans la poésie de celui qui l'a dit. Et ça, je trouve que c'est vraiment fantastique. Après, forcément, d'un point de vue auteur, il y a une sorte de pression qui est chaque fois sur chaque scène. Moi je suis plutôt un inquiet, je suis toujours un peu peur que mes mots sortent pas suffisamment, que j'arrive pas à capter le public. Donc là effectivement il y a une sorte mais c'est une sorte de stress qui est bénéfique aussi. On a envie de vraiment capter le public, de l'intéresser à ce qu'on fait. Et ça c'est assez chouette aussi parce que dès qu'on fait les premières scènes, après on voit des gens qu'on revoit à une deuxième, après il y a comme un groupe qui commence à se constituer parce qu'ils ont coché, tiens lui il faut que je le vois, puis après il y a les gens qui parlent en disant faut que tu ailles voir Siro, c'est vachement intéressant. Bon, et ça c'est hyper plaisant pour un auteur. C'est pas forcément de l'ego, hein, ça, je situerai pas à cet endroit-là, même s'il y a une part de ça, faut pas non plus tricher avec les choses, mais c'est pas ça, c'est un moment que ce partage que l'on souhaite, qu'on essaye de mettre en place, il y a un vrai écho et il y a du retour. Et c'est ce retour-là qui nous donne de l'énergie, quoi. Voilà. Après, je peux avoir un regard critique, alors des fois, ouais, moi je suis assez franc, assez cash, là, chez certains poètes aussi. Il y a un moment, alors il y a plusieurs choses, il y a le poète qui est dans l'écriture. Lui, il va lire son texte, il va être traduit ou il va le dire dans une sorte d'intimité, et après il va parler de la manière dont il écrit. Ça c'est passionnant. On est presque dans le cadre de la conférence. Et puis il y a un peu les autres, on est 7, 8 ou 10 chaque année, qui sont un peu dans le côté, on en parlait, poésie sonore, qui sont un peu dans le truc où on envoie, on essaye de capter. Il y a une part de théâtralité qu'il faut aussi reconnaître dans ce travail-là. Et là, des fois, je peux être critique. Là, il y a des gens que j'admire vraiment,
j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure. Et puis il y a des gens aussi, et je dirais chez aussi d'autres poètes, qui lisent pour eux-mêmes, et où on a l'impression que le fait de lire leur texte, c'est comme s'ils le lisaient à eux-mêmes en trouvant que leur texte est magnifique et très beau. Et le fait de faire un cercle comme ça exclut complètement le public. Et j'ai remarqué, parce que je suis assez attentif, moi j'adore les voix, je suis assez attentif à ça. J'ai remarqué que celui qui lit en boucle, comme s'il pouvait lire dans sa chambre seul, ce serait la même chose. Ou devant le miroir même plutôt, devant le miroir. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il y a une personne qui commence à discuter dans le public. Il y en a une autre qui commence à se lever, une autre qui commence à boire un verre, et tout d'un coup, ça va. Et j'ai envie de dire à ces poètes, faites attention, si on est là, nous, sur scène, avec nos petits livres, avec nos petites voix, avec nos petits corps, c'est pas que pour nous-mêmes, c'est pas d'être beau que dans le miroir, c'est aussi pour donner aux autres quelque chose que nous-mêmes, on a dans notre ventre, dans notre tête, dans notre imaginaire. Merci beaucoup, Patrick. De rien, merci à toi. Là, je vais proposer 4 textes qui sont assez différents, puisqu'il y a une différence dans mes écritures. Il y a un premier texte que j'avais envie de lire qui est lié effectivement à cette période un peu étrange qu'on a vécue au niveau mondial, qui est le Covid, voilà, qui nous a mis un moment dans une situation particulière. Voilà, ce texte, une sorte entre un constat et une colère. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Après que ça a bien infusé, après que ça a bien macéré, qu'est-ce qui se passe après? Après que la peur a bien été inoculée, qu'elle a bien infiltré nos neurones, après que des injonctions ont produit leur effet. Qu'est-ce qui se passe après? Après l'addiction de la distanciation, après le silence, les portes closes, après la mise en tanière sanitaire, qu'est-ce qui se passe après? Après que nos voix se sont étouffées, que l'air issu de nos orifices nasaux ou de nos bouches entr'ouvertes se sont cloîtrés dans des mouchoirs de papier, accrochés à nos oreilles. Qu'est-ce qui se passe après? Que restera-t-il derrière nos visages? Un autre masque ou un bâillon? Que restera-t-il après que les pavillons extensifs se sont distendus, des escourdes décollées et pendantes comme des chiens? Que restera-t-il après? Après que nos postillons se sont évaporés, après que les cellules de nos désirs ont été cadenassées, que restera-t-il? Des paroles asséchées? La peur devant la grille? Que restera-t-il de la mascarade, après que la flagrance des apparences a révélé l'incompétence? Que restera-t-il après? Des justifications, des excuses, des alibis, un peu de poudre sur le nez, une mouche sur la joue, un peu de poudre aux yeux, une perruque farinée ou une chemise découpée pour une nuque dégagée? Que restera-t-il après? Le trouillomètre à zéro, la frousse bleue, la phobie en habit, les mains dans la pétoche et la panique élastique. Qu'est-ce qui se passe après? L'assurance des assureurs, la surveillance des surveillants, la protection des protectionnistes, la sécurité des sécuritaires. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que oui ou non, nous avons oui, l'air de pousser? Est-ce que oui ou non, nous avons oui, le chant du merle noir? Est-ce que oui ou non, nous avons oui, la terre soufflée? Est-ce que nous avons vu l'océan s'assainir, le ciel se purifier? Est-ce que nous avons entendu les solitudes, les affamés, les malheureuses, les malheureux? Est-ce que nous avons vu et entendu les médiocres, les précaires, les insignifiantes et insignifiants d'hier? Est-ce que nous avons entendu chaque matin le camion poubelle, la caisse enregistreuse? Est-ce que nous avons vu ces femmes et ces hommes derrière des vitres de plastique? Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On nous dit de faire
On dit ce qu'on nous dit de dire. Qu'est-ce qui se passe après? On attend pétrifié que l'heure de la peur passe. Mais c'est qu'elle passera jamais, la peur. On a bien labouré, bien bêché, bien biné. La peur, elle va bien pousser, bien pousser. On l'a bien arrosée, la peur, bien arrosée. Elle va bien pousser, tellement bien pousser, qu'on va espérer des tuteurs bien rigides, qui nous dirigent à la baguette, bien solides, pour qu'on marche à la cravache, bien droit, bien droit, pour qu'on marche bien droit. On dit qu'un tuteur, on dicte ta peur. On dicte tuteur, dicte ta peur, dicte tuteur, dictateur, dictateur. Un deuxième texte qui est lié à mon papa, mon père était artisan. Il est décédé maintenant il y a 3-4 ans. Il était artisan et quand on était enfant, il avait un petit jardin ouvrier dans lequel on allait, mes 2 frères aînés et moi. Et là, il y avait ce qu'on appelle ici dans le sud un peu le ravi. Moi, je suis du centre de la France et on appelait l'idiot un peu du village, un personnage un peu naïf, très gentil, un peu naïf. Et souvent, il venait voir mon père qui s'appelait Lucien et il lui disait Lucien, est-ce que tu aurais des pliches de patates pour que je les donne au lapin ou au canard? Et cette phrase, les pliches, m'est restée dans ma tête d'enfant. Et à un moment, j'ai écrit ce texte, un moment particulier dans notre histoire où la question de la décroissance ou de la croissance, du moment aussi où on nous a dit que les banques étaient en train de s'écrouler, c'était au moment de la crise de 2002 peut-être, ou 2007, je ne sais plus, et où tout d'un coup il y avait un peu la peur que chacun d'entre nous n'ait plus rien, quoi. Et ça m'a évoqué, rappelé ce personnage un peu incroyable. Voilà, j'ai écrit ce texte avec l'accent du centre de la France, d'où est originaire mon père. Les pliches, les grosses pliches, les pliches, les donocana, les pliches, les donocana, les grosses pliches de patates, les donocana, les grosses pliches de patates, les pliches de patates, les donocana, moi, les grosses pliches de patates, les donocana, les canards, ils sont contents, les canards avec les pliches de patates. Ils sont contents, les canards, avec les grosses pliches de patates. Les donocana, moi, les pliches de patates, les grosses pliches de patates, pour qu'ils sont contents, les canards. Les donocana, les grosses pliches de patates, pour que les canards, ils sont contents. Et ils sont contents, les canards, avec les pliches. Ils sont contents, les canards, avec les grosses pliches. Ils sont contents, les canards, avec les grosses pliches de patates. Les canards, ils sont contents, les canards, ils sont contents. Et quand les canards, ils sont contents, ben, ils cancanent, les canards. Quand ils sont contents, les canards, ils cancanent. Et ils sont contents, les canards, avec les pliches, avec les grosses pliches de patates. Les donocana, moi, les pliches de patates, les grosses pliches de patates, les donocana. Pour que les canards, ils sont contents, il est content, moi, il est content que les canards, ils cancanent. Il est content, moi, avec les canards, qui sont contents, avec les pliches, avec les grosses pliches de patates. Mais quand t'as pas de pliches, quand t'as pas de grosses pliches, pas de grosses pliches de patates, les canards, ils cancanent plus. Ils cancanent pas, les canards, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, les canards, plus de pliches, plus de grosses pliches, plus de grosses pliches de patates. Les canards, ils sont pas contents, ils cancanent plus, les canards. Ils sont pas contents, et moi, il est pas content que les canards, ils cancanent plus, les canards, ils cancanent pas, plus de pliches, plus de grosses pliches, plus de grosses pliches de patates. Ils cancanent pas, les cacouins, les canards, ils sont plus contents, cancanent plus, les canards. Ils sont pas contents. Donne pas de pliches, donne pas de grosses pliches, donne pas de grosses pliches de patates au canard, peut pas donner des pliches, des grosses pliches de patates, plus de pliches, de grosses pliches, plus de grosses pliches de patates, peut plus donner au canard pour que les canards ils sont contents, pour que les canards ils cancanent, plus de pliches de patates. Plus de patates, plus de coin-coin, les canards ils cancanent plus, plus de coin-coin des canards, peut plus donner les pliches, les grosses pliches de patates. Moi il est pas content, il sert à rien, peut plus donner des grosses pliches de patates. Au canard pour qu'ils cancanent, pour que les canards ils sont contents, ça sert à rien, n'existe plus les coins-coins, plus de canards, plus de pliches, plus de patates, plus de canards, plus de coin-coins, plus moi, il sert à rien, n'existe pas, plus rien, il n'y a plus rien, plus de canards, plus de coin-coins, plus de patates, il n'y a plus rien, il n'existe plus rien. Super.
Là, c'est un texte qui est assez particulier, qui est dans un registre beaucoup plus narratif, je le dirais comme ça. Et c'est une expérience qu'on a eue, je crois qu'il a été filmé et interviewé, Dominique Masseau, qui est un poète belge, et avec qui on est rentré vraiment en sympathie. Et à un moment, on a fait un travail un peu épistolaire, il m'a envoyé des textes, et son premier texte était sur l'enfance, presque au moment de sa naissance. Et puis un deuxième texte, moi je lui ai renvoyé un autre texte, à suite du sien, qui parlait aussi un peu de ça, qui n'était pas forcément autobiographique, qui était à la fois une réponse à son texte, mais à la fois de le resituer dans le contexte aussi de la naissance, de l'enfance, de la maternité. Et puis il m'a renvoyé encore un texte sur quand on avait 12 ou 13 ans, et puis un autre texte au moment un peu de la préadolescence ou de l'adolescence. Et le texte que je vous propose, c'est effectivement ce texte sur la préadolescence. On va continuer ce travail avec Dominique, et on aimerait bien faire un recueil comme ça qui retrace différentes tranches de la vie par ce jeu un peu épistolaire. Parce que lui, il écrit, ça me renvoie des idées, voilà. Voilà, donc je vais raconter un peu cette histoire. Voilà. La petite queue à peine poilue remue sans raison, et la glu mouille le pantalon. Les inatteignables amis dont les contours se dessinent dans sa tête irisent sur son visage un trouble rose, éprouvent les boutons de sa braguette et injectent la honte à double dose. Il crachote du liquide séminal qui trace sur quelques parties de sa culotte des îles imaginaires. Il rêve d'elles, de cartes et de chasse au trésor, de sirènes insulaires. Il partage les songes d'Elissa avec sa zigounette, la nuit venue, comme Didon a pensé Carthage, il esquisse sur les draps aux odeurs d'amidon des contrées inconnues. Plus tard à peine, suite à une rébellion collégienne, ses parents lui imposent un rude séjour au pensionnat pour garçons, espérant calmer son insolente attitude et la poursuite satisfaisante de ses études. Les filles sont absentes ici. Pas de jupe plissée ni de col blanc, pas plus de lèvres charnues que de fruits rouges gonflés au soleil. Ici s'écoulent de lentes heures de colle. Ici les chiennes de vie aboient jour après jour, semaine après semaine. Il a le teint rosé, les cheveux longs un peu grassouillés, des mamelons généreux, se devinent sous le haut de son pyjama. Elle est là en lui en bas, elle en haut. Quand il traverse la longue allée des lits pour aller de sa couche au sanitaire sous la lueur de la veilleuse de nuit, il le regarde, il la voit, il l'espère. Maman est en haut qui fait du gâteau. Papa est en bas qui coupe du bois. Ils l'ont pris à 3, dans le cagibi étroit. 2 l'ont tenu, 1 l'a baisé, puis 2, puis 3. Il a crié la première fois, il a pleuré la deuxième. La troisième, il n'a rien dit. Rien. Et il est sorti du petit cagibi. Maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui coupe du bois. Tous derrière et moi devant ou l'inverse, des tranches d'ivresse, des tranches étranges, des fines et des épaisses, étrange épaisseur du brouillard, des filles à la vanille, une mémoire en guenille, des gars en chocolat, une sodomie là. Maman en haut qui fait du gâteau, papa en bas qui coupe du bois. Des tranches d'ailleurs, des tranches lointaines, des tranches de vie incertaines, prises en sandwich entre drame et baliverne, entre les vides et les creux des oublis, entre des souvenirs perforés, entre les trous et les verges, entre le profond et l'immense, entre une biographie rouge et verte et une désuète romance. Je regardais la rue, par la fenêtre du dortoir de l'internat voisin de l'orphelinat de Jules l'Apostolique. Je vis un chat dodu, déroulant sa queue sur le trottoir. Je vis une petite souris grise, aux yeux noirs, qui attendait le cou posé délicatement entre les canines du félin. Et j'entendis, s'approchant, le chant de 11 petites filles aveugles. Puis, un craquement. Donc un dernier texte qui est
un texte, vous savez, les poètes des fois ont un peu, comment dire, leur petit succès avec des textes qui sont souvent redemandés. Les Pliches de Cana faisaient partie un peu de cela, et celui-ci aussi est souvent un texte qu'on me demande de lire. Et puis j'ai un ancien étudiant de l'école des Beaux-Arts qui a créé une sorte de performance où il s'est amusé. Il a eu une bourse du CNAP, du Centre national des arts plastiques. Il a eu une bourse pour créer des petits scénarios, des petites performances liées sans doute aux Jeux Olympiques. C'était sur la question du sport. Et lui, il m'a proposé d'être le cycliste voilà, dans cette histoire-là. Et il appelait ça le Tour de France des poètes. Et donc il m'a demandé de choisir un texte et de le dire. Bon, le petit scénario, c'est un petit film qui existe. Je pense qu'on verra dans certains centres d'art. Voilà, où je fais du vélo, je m'arrête, je me prends un peu de l'eau, je me désaltère et je commence à dire ce texte. Une sorte de tour des poètes imaginaire, un peu caricatural. Voilà, et je vais vous lire donc le texte dont il s'agit. Qui est là plutôt du côté, effectivement, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans l'interview, plutôt du côté de la poésie sonore. Mal passé, a dévié, où que ça a foiré, où que ça a calé, où que c'est que ça a pété, déraillé, où que c'est que ça a fui, où que c'est que ça a coulé, où que c'est que ça a fondu, où que c'est que ça a tordu, où que c'est que ça s'est perdu, où que c'est que ça s'est délité, émietté, tari, où que c'est que ça s'est tourné, où que c'est que ça s'est vrillé, où que c'est que ça s'est inversé, où que c'est le bon côté, où que c'est le bon côté des choses, où que c'est qu'il est le bon côté des choses. Où c'est qu'il est le bon côté, le bon chemin, la bonne route? Où c'est qu'elle est la bonne route? Où c'est que ça passe sans s'abîmer? Où c'est que ça passe sans virer? Où c'est que ça passe sans casser, sans s'altérer? Où c'est que ça passe sans encombre, sans trou? Où c'est que ça passe sans un trou? Un seul trou? Sans béance? Où c'est que ça passe sans trou ni fossé, sans faille, sans précipice ni abysse? Où c'est que ça coule? Où c'est que ça coule la vie, sans que ça casse? Où c'est que ça coule jusqu'au bout, sans casse, sans déviance? Où c'est que ça coule limpide, tout clair? Où c'est que ça coule sans ombre? Où c'est que ça coule tranquille la vie? Où c'est que ça coule? Où c'est que ça coule jamais? Jamais. Où c'est qu'on voudrait que ça coule? Jamais. Donc là, c'est un texte, c'est le texte que j'ai lu. Je pense que c'est intéressant puisque on parlait effectivement des voix vives de cette 2024. Donc c'est le texte que j'ai lu à l'inauguration de ces voix vives. Voilà, qui est lié un peu après toutes les élections qui se sont succédées, voilà, qui est le texte le plus récent, on va dire, et lié un peu à la situation de notre pays en France. La peu peur. Petit pas, piétine l'estomac. La peu peur, elle murmure à l'intérieur. Elle diffuse ses petites bêtes à pince. La peu peur, elle métastase de partout. D'abord dans la calebasse, elle creuse des trous dans la raison, des minuscules orifices. Elle incise d'imperceptibles entailles, d'invisibles cicatrices. La peu peur, elle ouvre de microscopiques brèches. Elle introduit dedans les toutes petites blessures, la haine et la répulsion du différent, du dissemblable. Elle fabrique de la rumeur, de la discorde. Elle épice, elle pimente, elle brûle, elle crache. Elle envenime, dénigrant le migrant, insinuant un danger de l'étranger. La peu peur, elle dénature. La peu peur, elle sépare, elle isole, elle éloigne. Les lésions cérébrales prolifèrent quand les petites peu peurs réduisent l'horizon.
quand elle comprime les perspectives, qu'elle infériorise les lointains. La peur réduit la pensée. Elle la cabosse, la recroqueville. La peur couple le souffle. Elle entrave l'air qui entre et qui sort. Elle condamne au spasme, à la suffocation. Elle agace la sagacité, affaisse la finesse, paralyse l'analyse, pourfend le discernement profondément. La peur maltraite l'altérité. L'altérité des sœurs, des frères, des mères, des pères. La peur, elle spécule sur le mépris de la condescendance des élites pour entrer la nuit dans les lits et les diverses couches. Elle te chuchote à l'oreille un air de haine et te dit que seul l'air haine, le politique appareil, pourra t'extraire de ton insignifiance. La peur, ça se construit sur l'ignorance. Ça manipule, ça se nourrit de croyances, la peur d'une autre couleur, la peur d'un sang pas pareil, la peur d'un faciès clandestin, avane, nègre, sauvage, qui à l'intérieur a son sang, qui coule pareil. La peur accable, étouffe, étrangle, égorge, la peur tue, la peur de perdre, de la peur de perdre son identité, ses privilèges, la peur de perdre son précaré, la peur de perdre ses ronds et son petit pognon. La peur de la triangulation, la peur du Père, du Fils, peur du Saint-Esprit, peur de l'enfer. Ça te fait faire des horreurs, la peur. Tu caftes, tu cafardes, tu balances, tu rumeurs, tu mouchardes, tu calomnies, tu dénonces à tout va, tu te fais dessus, tu te fais dedans. Mais la peur, tu peux l'arracher. Tu peux lui couper ses racines, tu peux l'empêcher de prospérer, tu peux taire ses pensées assassines, mitrailler ta trouille, t'attaquer à ta pétoche, t'as qu'à t'attaquer à ta frousse, t'as qu'à t'attaquer à ta couardise, t'as qu'à t'attaquer à tes craintes, à ta lâcheté, à ta frayeur, t'as qu'à t'attaquer à ta panique, t'as qu'à t'attaquer à ta terreur, t'as qu'à t'attaquer, 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 t'as qu'à t'attaquer. Et le dernier, je l'ai un peu évoqué dans l'interview, donc voilà, ça s'appelle « L'habit du poicre ne fait pas le moine ». L'habit du poicre ne fait pas le moine, il fleure, certes, l'excrément, mais la vie en témoigne, sans merde ni sang, nous ne nous sentirions pas vivants. De chaque côté des maxillaires, 2 pouces à la place des molaires. Pour les 2 dents de devant, 2 index incisives. Les 2 majeurs à l'intérieur enracinés aux gencives. 2 annulaires pour l'ensemble des prémolaires à la place des canines aiguës. 2 auriculaires aux ongles pointus, des doigts partout de chaque côté. La langue est sale, la bouche appareillée de doigts. Malaxe les cacamos qui entrent dedans et les tripotent, les triture, il les pétrit, les cacamos se disloquent en petites boules de mots pareilles, les crottes de mots déboulent du palais mou et roulent jusqu'au fond du trou. La luette vive les esquive, l'antre vide se tourne les pouces, les doigts croisés, les papilles gustatives épuisées, la gueusie plein la bouche, la merde n'a plus d'odeur, mordre la langue jusqu'au sang à plein doigt, innocent, se badigeonner les babines d'un mélange de caca et d'hémoglobine, sentir la merde et le sang, s'épouser en dedans, vernir les ongles buccaux d'un rouge coquelicot, cracher les mots, vider les latrines, essuyer les plaies de la morsure, les quelques gouttes de chaque labiale commissure, ouvrir le clapet, lâcher au dehors les boulettes rouges et or, les perles soumises aux aspérités de la figure du menton à la chemise rebondissent en éclaboussures, diffusées dans le textile de jaunâtres épiceuses auréoles, suite à l'impact des projectiles, tâche la camisole. Frotter la manche gauche, frotter la manche droite, étaler la couleur issue du cuivre bronze des particules, barbouiller le tissu du col au cul, sentir la merde et le sang mélangés à son cou, ses bras, sa poitrine, sur son torse la sentir partout circuler, ivre des cacamos, de leur effluve musqué, devenir bête, animal, félin embusqué, attendre
le renversement. L'habit du poicre ne fait pas le moine, il fleure certes l'excrément, mais la vie en témoigne, sans merde ni sang. Nous ne nous sentirions pas vivants. Merci. Merci beaucoup. Rumina yura kwena hoka